la croix et la bannière pour les conducteurs de la capitale. Obtenir la fameuse fiche OK devient parcours du combattant. Des files interminables dès l'aube, des véhicules à perte de vue et une administration débordée. Le quotidien des milliers d'usagers pris dans une mécanique lente et éprouvante. C'est une trajectoire hors du commun, celle d'un homme qui a gravi les échelons un à un. Aladoum Baye Dimadoum, ex-vigile à l'université d'Abdel Djoumal, est aujourd'hui maître des conférences et figure respectée du monde académique. Un parcours inspirant, symbole d'une résilience remarquable. Bonsoir à tous et bienvenue. Depuis son arrestation le 16 mai dernier à son domicile, l'ancien Premier ministre Dr Succé Masra reste au cœur de l'actualité judiciaire. Son dossier a été transféré mardi 15 juillet au parquet général, une étape décisive vers un éventuel procès devant la cour criminelle. Que signifie cette procédure? Élément de réponse avec Nadilon Virginie, Guy Dieu Atara Naidonkarti. Arrêté le 16 mai, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succé Masra, est soupçonné par la justice d'incitation à la haine, d'appel à la révolte, constitution et complicité de bandes armées. Des accusations qui font suite aux événements de Mandakao survenus le 14 mai, faisant une quarantaine de morts. L'information judiciaire ouverte à cet effet est close et le dossier a été transféré à la cour criminelle selon ses avocats. Alors qu'implique cette nouvelle étape dans la suite de l'affaire? Écoutez la réponse du politologue Yamingue. Je pense que le juge d'instruction en est arrivé à la deuxième option, c'est-à-dire à la fin de son travail, il a estimé qu'il y a suffisamment de preuves qui entérinent l'intérêt de la détention préventive de Dr Succé Masra, et donc il faudrait qu'il passe en audience. Ce sont des chefs d'accusation qui ont un lien avec le crime, avec mort d'homme. Et c'est pour ça que le dossier est orienté vers la cour criminelle. Et donc, il va répondre en audience devant la cour criminelle et non pas devant une juridiction plutôt civile. Pour le collectif d'avocats de Dr Succé Masra, la décision est dépourvue de base juridique solide et conforte l'idée d'un procès politique orchestré. Dès 6 heures du matin, la foule se presse devant l'agence des titres et du patrimoine de l'État. L'objectif est de décrocher la précieuse fiche OK, indispensable pour circuler en toute légalité. La forte affluence provoque des embouteillages monstres et des attentes qui s'éternisent sous un soleil accablant. Entre lenteur administrative, coupure des réseaux et manque de personnel, les usagers dénoncent une situation chaotique. Beaucoup patientent des heures parfois pour répartir bredouille. Une épreuve qui dure depuis plusieurs jours sans perspective claire d'amélioration. Reportage d'Emedolinazo. Malgré leur patience, les démarches avancent lentement. Selon plusieurs témoignages, il est très difficile d'obtenir cette fiche, pourtant indispensable. Le délai pour la régularisation expire lundi, ce qui accentue la pression chez les usagers, déjà épuisés par de longues heures d'attente. Moi, je suis arrivé ici à 6h28 et je suis encore toujours en rang, mais je ne suis pas sûr d'obtenir ça aujourd'hui, quoi. Depuis 7 heures, on est ici, mais vous avez vu l'autre là quand même, ça ne marche pas carrément. Quelqu'un vient avec sa voiture, il laisse derrière là-bas, parce que son collègue est dedans ou bien son cousin, il monte le papier et puis il prend le fiche et puis il sort. Et nous, on a les dépits. Normalement, ils doivent mettre des choses en ordre, mais tout n'est pas en ordre. Chacun circule comme il veut, il appelle ses frères et puis on les délivre et nous les autres, on est là comme ça. Sans cette fiche appelée OK, les conducteurs s'exposent à des amendes, voire à des sanctions plus sévères en cas de contrôle routier. Une situation qui alimente frustration et incompréhension chez de nombreux citoyens. Le Tchad a célébré ce 18 juillet la journée internationale Nelson Mandela à travers 2 temps forts. Une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères et une action solidaire au centre de santé d'Abena. Une commémoration en phase avec le thème 2025, héritage,
paix et engagement solidaire. Reportage de Djekoredom Armel et Abaka Lambert. La journée a débuté par les hymnes nationaux du Tchad et de l'Afrique du Sud en hommage à Nelson Mandela. Instituée par les Nations Unies, cette journée célèbre la mémoire de l'icône mondiale, un symbole de paix, de solidarité et d'engagement citoyen. L'héritage de Nelson Mandela demeure une lumière dans l'obscurité. Il nous rappelle que la dignité humaine est inaliénable, que le dialogue est toujours plus fort que la division et qu'un seul individu peut changer le cours de l'histoire. En présence des ambassadeurs, des autorités communales et des représentants des Nations Unies, un appel vibrant a été lancé à la jeunesse tchadienne. Objectif, s'inspirer de l'héritage de Mandela en s'engageant activement dans la communauté. C'est pourquoi en ce jour symbolique, j'adresse un message particulier à notre jeunesse. Que l'héritage de Mandela nous inspire. Vous avez en vous les ressources pour influencer positivement tout ce qui vous entoure. Devenez les bâtisseurs d'un Tchad en paix, fier de son identité et ouvert au monde. D'ailleurs, Mandela disait, « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le simple fait d'avoir vécu. C'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui détermine le sens de la vie que nous avons menée. » Après la cérémonie protocolaire, autorités et jeunes se sont rendus au centre de santé d'Abena pour une action de remblayage des alentours du centre. Une initiative saluée par le maire du 7e arrondissement qui a remercié les organisateurs pour leur engagement au service de la commune. Le secteur de l'enseignement secondaire technique veut s'adapter aux réalités du moment. À N'Djamena, une session de formation a réuni enseignants et experts venus de plusieurs régions dont Mondou. L'objectif est de renforcer les compétences pédagogiques à travers de nouveaux outils. Gambi Daniel, Maxime Solmengar et Habib Anguini. Au lycée technique industriel de N'Djamena, l'heure est au bilan. Pendant 10 jours, enseignants et formateurs ont planché sur les nouveaux curricula et guides pédagogiques. Un atelier soutenu par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes. Nous recommandons ce qui suit au gouvernement: mettre en œuvre les programmes APC validés dans les établissements secondaires d'enseignement technique industriel, former les enseignants et enseignants des établissements secondaires d'enseignement technique industriel sur les programmes APC validés, élaborer des guides pédagogiques et des manuels adaptés en lien direct avec le nouveau programme, assurer un suivi et évaluation rigoureux de l'implantation des programmes APC validés dans les établissements secondaires d'enseignement technique industriel. Pour les participants, cette formation est une opportunité de mieux préparer leurs cours, d'intégrer des méthodes modernes et surtout de transmettre plus efficacement leur savoir aux élèves. Une manière de redonner confiance à un système éducatif souvent critiqué par son manque de moyens. Je vous encourage donc vivement à poursuivre sur cette lancée, à rester très mobilisés et à continuer à faire preuve de détermination et d'engagement pour améliorer vos pratiques pédagogiques dans l'intérêt de notre système éducatif. L'éducation technique est appelée à jouer un rôle clé dans l'avenir professionnel des jeunes Tchadiens. Pour cela, les autorités misent sur la qualité de la formation, mais aussi sur la mobilité de tous les acteurs du secteur. Redynamiser l'enseignement technique est un défi de taille dans un pays où l'accès à l'emploi reste un enjeu majeur. L'essentiel de l'actualité du jour, l'heure est au récapitulatif. L'Assemblée Emmanuel nous propose un tour d'horizon des faits marquants de cette journée. Un jeune motocycliste d'une vingtaine d'années a été mortellement percuté par un camion poids lourd à Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï. Le drame s'est produit dans la matinée de ce vendredi 18 juillet 2025 devant la maison d'arrêt située non loin du lycée national franco-arabe. Cet accident mortel relance une fois de plus l'épineuse question de l'insécurité routière qui persiste malgré les multiples initiatives des responsables concernés.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Tchoroman, a reçu en audience ce vendredi 18 juillet 2025 le bureau exécutif de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, conduit par son président Bamaï Mahamadou Boukar. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur des questions importantes relatives à la gestion des établissements scolaires. Parmi les principaux points abordés figurait la gestion des fonds issus des contributions parentales, notamment ceux destinés au soutien des établissements. La FENAPET a insisté sur la nécessité d'auditer les comités de gestion des établissements scolaires, conformément aux recommandations formulées lors du séminaire gouvernemental de mai 2014 à Dougia sur la redynamisation du système éducatif. Elle a également plaidé pour la sensibilisation des parents quant à leur rôle dans l'éducation, afin qu'ils contribuent plus efficacement à l'amélioration des performances scolaires. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a reçu ce matin une délégation de l'Institut des finances publiques du Burkina. La délégation a été conduite par le directeur général du dit Institut, Barthélémy Dabré. La délégation est au Tchad pour une mission de prospection visant à renforcer les partenariats académiques et techniques dans le domaine de la santé publique. Barthélémy Dabré a ajouté que cette innovation est destinée au cadre technique du secteur de la santé, aux planificateurs et des projets, aux partenaires techniques et financiers. Il a présenté aussi les infrastructures de son institution, le développement de la formation en ligne et les perspectives. Face à la montée des tensions dans certains quartiers, la mairie du 3e arrondissement a lancé un cadre de concertation avec les forces de sécurité. Une initiative locale pour mieux protéger les habitants et assainir les espaces publics en ciblant particulièrement les zones sensibles. Un reportage de Nkigem Karine et Boyom Krios. Autour de la table, chefs de carré, délégués de quartier, police municipale et responsables sécuritaires, tous réunis pour une cause commune, la sécurité et le bien-être des habitants du 3e arrondissement. Au cœur des discussions, l'insécurité, le manque d'éclairage public et les problèmes d'assainissement. L'objectif de cette rencontre, écouter les doléances, dresser un diagnostic et proposer des solutions adaptées. La question sécuritaire est très importante et raison pour laquelle nous avons pris cette initiative afin de pouvoir identifier toutes les zones d'ombre et les écarter et mettre en place des actions qui soient efficientes et qui puissent permettre de renforcer ce qui est sécurité dans notre arrondissement. Nous allons y parvenir. Les moyens sont là, la volonté aussi politique est là, et la volonté aussi des différentes autorités municipales sont là. Et il y a une très bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité et les délégués de quartier. Le maire promet de renforcer les moyens logistiques et humains. Une priorité, doter la commune de véhicules supplémentaires pour permettre un meilleur maillage sécuritaire. La commune du 3e arrondissement compte 6 quartiers, tous concernés par ces défis quotidiens. Du poste de sécurité aux amphithéâtres, Aladoumba et Dimadoum a franchi toutes les étapes à la force du mérite. Ancien vigile à l'université d'Ardeb Djoumal, il s'est formé en parallèle de son emploi jusqu'à devenir l'un des enseignants les plus appréciés de l'institution. Engagé dans la vie communautaire, il œuvre aussi pour l'éducation et l'autonomisation des jeunes dans sa région d'origine. Son parcours, salué par ses pairs, incarne l'idée que l'éducation reste un formidable levier d'ascension sociale. Un portrait signé Guémé Moussa et Abakar Lambert. Sur cette carte d'identité, le visage d'un vigile. Nous sommes en 2002. À l'époque, Aladoumba Djoumadoum travaille pour une société de sécurité privée. Il gagne alors 30 000 francs CFA par mois. Avec ce modeste revenu, il s'achète un vélo. Ce sera son premier moyen de transport pour se rendre à l'université d'Ardeb Djoumal, où il s'inscrit en droit public. Aujourd'hui, à 46 ans, il est maître de conférence. Une trajectoire hors du commun, forgée dans les sacrifices et l'abnégation. Je demeure scientifique, je resterai, je continuerai mes recherches. Après maître de conférence, le dernier grade universitaire, c'est la titularisation. Donc je vais continuer à écrire sous l'encadrement de mes maîtres qui continuent toujours à me soutenir. Avec espoir qu'un jour j'atteins le dernier grade universitaire qui est
le poste titulaire. Inch'Allah, si Dieu le veut. En quelques années, il passe de l'ombre à la lumière, des vigiles à l'enseignant-chercheur. Une ascension méritée, saluée par ses pairs et ses étudiants. Un exemple vivant que la persévérance peut renverser le destin. Et voilà, c'est avec ce beau parcours rendu par Hassan Morjim Leila que prend fin cette édition. Merci chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Bon suivi du programme et à demain, Inch'Allah.